Salut YouTube, ici Clic Argentique et aujourd'hui je voudrais te présenter un photographe lyonnais, donc c'est la deuxième interview que je fais. Ce photographe s'appelle Guillaume Ducreux, il nous a gentiment accueillis chez lui pour une petite interview. Cette interview va durer un peu longtemps, je sais qu'il y en a certains qui n'apprécient pas trop les longues vidéos. Mais ce que vous faites, c'est que vous faites comme moi, vous la regardez en plusieurs fois. Moi, c'est ce que je fais généralement pour les vidéos qui peuvent être longues et quand j'ai pas le temps de tout regarder. Bref, je vous laisse regarder, vraiment, ça vaut le détour. C'est une personne qui est vraiment adorable et qui a été super, qui nous a raconté plein de choses. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Je vous laisse découvrir donc Guillaume Ducreux et je vous dis à tout à l'heure pour la fin de la vidéo. Allez, salut. Ah, ça va, on voit que tes tatouages. Ah, parfait. Ah bah il y a plein de trucs à dire. Déjà tu parlais des pushs de pellicule. Tu parlais de pousser les pellicules, les retenir et tout ça, ouais. Alors moi ça fait des années que je travaille qu'en pellicule poussée. D'accord, ouais, ok. Je ne travaille que là-dessus, sur différents films. Et après on part sur un autre registre, sur quel film utiliser. De plus en plus l'argentique forcément revient au goût du jour. Et il y a beaucoup de gens qui, vas-y je prends la Delta 100, de la Trix, de la HP5, nanana. Ouais. Et en fait c'est dommage parce que tu n'as pas le temps de comprendre le film, de le connaître. Et là ça fait des années que je bosse avec le même film, que je bosse à valeur nominale, que je retiens, que je pousse et tout. J'arrive enfin, au bout de 3-4 ans, à le connaître par cœur. Maîtriser la pellicule. C'est-à-dire que même avant de shooter, je sais très bien avec quoi je vais le développer, comment il va réagir, comment il va se comporter au tirage, à peu près. Et je commence, du coup, vu que j'ai fait un peu le tour, à vouloir changer de film. Et là, c'est de la Foma 400, qui est un film économique, parce que quand on passe pas mal dans le mois, dans l'année, entre un film qui a 3,50, 3,80, comparé à une Trix qui est beaucoup plus cher, à la fin de l'année, ça chiffre en plusieurs centaines d'euros, voire en milliers d'euros. C'est sûr. Important. Et moi, je bosse principalement en Foma 400 poussé à 1006 tout le temps, vu que je filtre à la prise de vue, que je perds de diaph. Avec mes filtres, forcément, 1600, je reviens à 400. D'accord. Okay. Voilà, donc ça me permet de garder en gros la valeur nominale. Tu mets quoi comme filtre? Filtre orange. Orange, d'accord. Ouais, tout à fait. Ouais, ça rajoute du contraste. Hein, ouais, ça contraste et tout. J'étais sur le rouge qui tâche avant, forcément, parce que tu sais, au départ, tu y vas à fond, quoi. Tu balances le truc. Et filtre rouge, non. En 135, pour moi, je trouve que ça dégrade trop le film. En 120, ça passe encore. En large format, c'est cool. Donc orange, c'est très bien. C'est beaucoup plus doux. Et je pense qu'en fait, plus on vieillit, plus on s'assagit. Au niveau des filtres, quand tu photographies en noir et blanc, j'ai tendance à croire que c'est pareil, quoi. Tu deviens tranquille au fur et à mesure. Donc je me dis, dans quelques temps, je serai en filtre jaune. Voilà. Et puis après, sans filtre. Sans filtre, voilà. Du gris, du beau gris. Tout à fait. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais te demander? Du coup, tu fais pas de couleur? Zéro couleur? Ou un petit peu? Voilà, alors, j'ai tout le temps tendance à dire que la couleur est une erreur. Voilà, tout le temps. Mais dans ma photographie, pas dans la photographie, parce que j'apprécie énormément la photographie couleur, je pense que je suis très frustré de ne pas avoir connu les émulsions d'avant. Bon, la Kodachrome, bien évidemment. Toute la cinématographie aussi faite avec des pellicules qui ne se trouvent plus, cette chromie, tu ne peux plus l'avoir, quoi. C'est impossible. Donc, non, au-delà de cette frustration, je vois pas. La couleur, elle m'enferme un petit peu, quoi. Elle m'enferme dans une réalité, alors que le noir et blanc est une vraie liberté. Et non, la couleur, j'en fais très peu. Non, le noir et blanc, quoi. La vie. Bah, je comprends. Je ne vois pas les couleurs, quoi. Je vois que tu as un très beau t-shirt violet, tu vois. Parfait, quoi. Non, mais je comprends. Moi, la couleur, j'en fais plus en Lomokino. C'est avec la petite Lomokino. Ça, par contre, j'aime beaucoup le rendu couleur sur l'espèce de film ultra saccadé. Ça, j'aime bien le rendu. C'est vrai qu'en photo, le noir et blanc, ça reste quand même... Ouais, puis c'est autre chose. On pourra en parler pendant des heures du noir et blanc. Mais pour certains, c'est une facilité. Pour d'autres, c'est un moyen d'expression. C'est aussi en rapport avec le sujet que tu traites. Moi, je suis beaucoup dans l'anachronisme. Je travaille beaucoup sur les traces qu'on laisse derrière nous. Et il y a une sorte d'intemporalité dans les sujets que je bosse. Et la couleur ne correspond pas du tout. Alors bien sûr, depuis des années, comme tout le monde, je shoote de la couleur.
J'ai des tonnes de films, on fera le tour de mon congèle après si tu veux. Je te montrerai mon congèle. Carrément, ils sont congelés. Voilà, tout à fait, ouais. Et du coup, ouais, j'ai plein d'émulsions couleurs. Et voilà, j'ai beaucoup de boulot couleur que je ne montre pas. J'étais même parti à New York il y a 1 an ou 2. J'avais fait 3 films couleurs en 10 jours pour 70 films noir et blanc. Et, 70 films noir et blanc en 10 jours. Ouais, mais quand tu shootes de 6h du matin à 2h du matin, je dormais pas en fait, je dormais pas. Et ça te fait 7 films par jour, des films de 24 pauses. Ça te fait 150, 160 photos par jour. Et tu shootes du matin au soir, quoi. Tu es à New York et voilà. Et j'avais mon Pentax 6.7, j'avais mon Leica, j'avais le XA pour la couleur. Et oui, j'ai fait 3 films couleur, ce qui est un record. Je suis parti au Japon 1 an après. Au Japon, j'ai fait un demi-film couleur que je n'ai toujours pas développé, que j'ai égaré d'ailleurs, je ne sais pas où il est. D'accord. Donc un jour, je vais retomber dessus. Et du coup, quand j'étais revenu, je travaillais avec une galeriste à Lyon qui s'appelle Catherine Mingui. Et elle m'avait dit, qu'est-ce qui se passe? T'es malade et tout, pourquoi t'as fait de la couleur? Et oui, j'avais fait 3 films couleur. Voilà. C'est rigolo. Ouais. Tu développes toutes tes pellicules toi-même? Ouais, noir et blanc, ouais. Noir et blanc, oui. Pour ce qui est de la couleur, je vais au labo. Pas envie de me prendre la tête, voilà. C'est plus coûteux de toute façon de faire soi-même. Ouais, enfin, tout à fait. Il faut avoir un rendement quand même qui est assez conséquent pour pouvoir tirer soi-même. J'ai pas le rendement et puis voilà, là, ouais, non, quand j'ai un film couleur, je l'ai pas. Il faut tant de degrés. La couleur, c'est hyper minutieux. Moi, c'est vrai que j'ai même pas cherché à essayer de faire. Ouais. Et tu développes, quand tu développes toi-même, tu utilises un révélateur particulier J'en utilise 2. J'utilise 2 révélateurs un peu distincts, du Rodinal et du X-Tol, qui sont quand même deux révélateurs très séparés dans le temps, qui n'ont pas du tout la même personnalité. Et ça fait vraiment partie de ce que je te disais quand je suis en prise de vue. Je sais, voilà, au moment où je déclenche, on pourrait parler aussi de tout ce qui se passe en amont du déclenchement, qui pour moi est le plus important. En aval du déclenchement, voilà, c'est mon travail, quoi. Donc je connais un petit peu le boulot, mais en amont, je sais très bien que tel sujet sera développé au Rodinal ou au X-Tol. Pareil, j'ai testé différentes choses, différentes émulsions, différents révélateurs. Le Rodinal, c'est bien, voilà, c'est liquide, c'est cool. De temps en temps, j'en fais. Puis le X-Tol, tu prépares tes 5 litres ou tes 10 litres. Et vu que j'en passe beaucoup dans le mois du film, ça n'a pas le temps de pourrir, quoi. Ton révélateur, tu le réutilises jamais? Tu fais que non, du one shot, ouais, du one shot, ouais, tout à fait. Okay. Je l'ai fait à compenser le révélateur parce que tu l'as réutilisé. Voilà. Autant voilà, dans mon travail de prof, tout ça, je peux être très carré, très embêtant avec les élèves à dire non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Autant dans ma vie perso, enfin dans ma vie pro, mais de tous les jours, non, je compense pas, quoi. Une fois tu notes, ok, j'ai fait tant de films, faut compenser de temps. Le film, c'est quand même la matière originelle. J'ai pas envie de foirer un développement, quoi. Donc non. Du one shot, c'est très bien. Le X-Tol se comporte très bien, le Rodinal aussi. Même si le Rodinal, qui est du Fumadon R09, n'est pas forcément un révélateur toujours fiable. Il vieillit très mal, je trouve. Dès que tu ouvres la bouteille, il faut l'utiliser très vite. Il cristallise. Les rendus ne sont pas forcément toujours homogènes. Dès que ça prend l'oxygène, de toute façon, les révélateurs liquides. Moi, j'utilise pas de révélateur, mais j'utilise un fixateur en poudre pour qu'il puisse durer beaucoup plus dans le temps. Et c'est vrai que ça change beaucoup la donne, je trouve. Exactement. Mais le Rodinal est quand même assez réputé, même s'il a des défauts. Ah oui, c'est un très très bon... C'est un très très bon révélateur. Pareil, j'ai fait du stand-def pour... justement, c'est le révélateur pour faire du stand-development. Exactement. Après, je suis pas fan de cette technique. J'ai toujours tendance à être très, très pointilleux, très soucieux comme sur mes développements. Et le stand-dev, j'en ai fait pendant assez longtemps. Et ça t'a pas... Non, les résultats sont vraiment très disparates, sont trop disparates. Moi, j'ai encore regardé une de tes vidéos ce matin sur la chambre 4-5 Lego. Voilà, il y a plein de questions à te poser là-dessus, surtout sur l'étanchéité, mais voilà, mais en même temps, c'est pas ce que tu recherches forcément. Et du coup, donc tu n'es pas dans une recherche avec un résultat à 100%. Alors, c'est-à-dire que nous deux, par exemple, dans notre approche photo, on est totalement à l'opposé, je pense. Exactement, Moi, je vais faire en sorte qu'il y ait de l'accident, qu'il n'y ait pas des images comme celle-ci que je trouve absolument magnifique. C'est du numérique, je le sais, mais
on sent que dans ton travail, il y a une certaine perfection, une certaine minutie. Moi, je vais avoir de la minutie, mais mes images, il faut qu'elles aient des traces, il faut qu'elles aient des marques, il faut que... Et donc, l'appareil photo Lego, non, il n'est pas étanche. Et à l'intérieur, justement, comme je le disais dans la vidéo, je ne l'ai pas fait en noir parce que les rendus sont magnifiques. Moi, j'adore, mais parce que, en fait, la lumière, elle va circuler dans tous les sens, elle va se réverbérer dans tous les sens. Ce qui fait que ça va avoir un impact sur le négatif. Bien sûr. Et moi, c'est ce que je recherchais quelque part dans le résultat. Sinon, j'aurais fait une chambre, tu vois, en bois ou j'aurais pas fait une chambre en Lego, quoi. Tout à fait. Mais oui, c'est vrai que oui, on a deux approches qui sont différentes. Et il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Ah bah non, surtout pas, non. Puis surtout pas, il faut pas qu'il y ait de dogme en photo, quoi. À partir du moment, de toute façon, dans toute ma vie, j'ai toujours fui les choses trop calées, les choses trop ancrées. Et à partir du moment où il y a une seule manière de faire viable en photo ou ailleurs, tu finis par t'ennuyer. Ouais, grave, quoi. C'est vrai que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir varier, de pouvoir découvrir, de pouvoir tester. Exactement. Tu vois, le stand développement, j'ai jamais fait. Donc là, j'attends avec impatience d'essayer. De tester, De tester au Café Neuf. Parce que moi, du coup, je développe au Café Neuf. Après, moi, j'aime bien le rendu. Bien sûr, tout à fait, Mais ça dépend encore une fois de l'approche qu'on a. Je pense que révéler avec un révélateur chimique, parfois c'est vachement intéressant et dans certaines choses que je vais faire, c'est très intéressant. Mais ça dépend. Oui, bien sûr. Surtout que je suis très minutieux, mais je pars quand même de films qui sont poussés, de développement qui sont forts, qui sont agités et tout. Il faut être hyper précis dans ce genre d'approche, justement. Et donc, bien sûr, je ne travaillais pas à la 100 ISO, développé au D76, avec un retournement de 5 secondes pour avoir une plage de gris incroyable. Non, je travaille du noir et blanc, très granuleux, que je secoue au développement et tout. Donc, je suis très minutieux sur le traitement de mes négatifs, tout en maltraitant un petit peu la matière, l'argent sur le film. Parce que voilà, le lisse ne m'intéresse pas du tout. Donc non, et même en stand-dev, il m'était arrivé un jour, pareil, de faire un stand-dev de... Je crois qu'à l'époque, j'avais la grande cuve pas Jobo Patterson, où tu mets 5 ou 620, je sais plus. Et j'avais fait un stand-dev, et puis forcément, je zappe. Et 3 jours après, je me réveille un matin, et je me dis, putain, merde de stand-dev, quoi. Donc au bout d'un moment, de toute façon, ça arrête d'agir. Mais ça avait attaqué la pellicule. La dernière, celle d'en bas ou tout? Parce que tu sais, les particules, elles vont... ça migre un petit peu vers le bas. Non, mais la gélatine était attaquée, en fait. Donc, elle était devenue quasiment opaque et tout. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, au tirage et au scan, c'était compliqué. Mais du coup, ça permettait aussi d'avoir un autre rendu que je n'ai pas exploité après. C'est-à-dire que tu peux volontairement dégrader ton film. Beaucoup le font, bien évidemment. Mais le stand-up de 3 jours, travaille le matin en sursaut, quoi. Tu fais, oh putain, c'est ce qui travaille, quoi. Tu fais, merde, j'avais mis un truc dimanche soir, on est mercredi ou jeudi. Ouais. Voilà. Moi, c'est vrai que je développe pas plus de 2 films à la fois parce que justement, j'ai eu tellement d'accidents ou d'images qui n'ont pas un rendu stable. Du coup, c'est vrai que maintenant, j'essaie de faire un peu gaffe. Mais 5 films en 120, mais la queue, elle est immense, je pense qu'elle est haute comme ça. Oui, parce que 5 en 120, c'est 5 en 120, je crois, puis 8 ou 9 en 35, je sais plus. Mais voilà. Jamais vu, j'en ai vu jusqu'à 5 en 135. Mais non, elle existe, la grande. Pascal, mon agent, hier, traitait des films, il est parti à Naples. Moi, je sais très bien que j'en ai développé dans cette cuve des films. En 135, t'en mets 10, donc tu dis putain, trop bien, c'est cool, tu sais, ça te fait les bras, tu fais ouais. Et au final, quand tu connais tes films, tu les sors et tu as des problèmes de sous-dev sur certains films, même si tu secoues fréquemment. Donc, non, j'ai laissé tomber, puis en fait, elle s'est fendue à un moment, quoi. T'as trop de plastique qui est un peu usé et tout, donc moi je pareil, j'ai la Patterson normale où tu mets 320 ou 535, ça va très très bien, quoi. J'en ai 3, donc je peux faire 15 135 ou 9 120 en même temps. Donc tu sais, tu les alignes, tu remplis tout, puis voilà, tu lances ton timer, tac tac tac. J'ai un bidon de 5 litres de fixe et puis je suis pareil. J'utilise 2 cuves et bon, après tu peux t'y perdre un peu des fois. Mais c'est vrai que c'est plutôt pratique de faire cette méthode-là. Alors, je change de sujet, mais du coup, comment t'as appris la photo ? T'as appris par toi-même ? T'es allé
Alors je suis autodidacte. Pour faire simple, j'ai grandi en Bourgogne. La Bourgogne c'est bien, c'est beau, il y a des vaches, il y a des forêts, c'est super cool. Quand tu es au collège, enfin j'étais au collège, j'étais déjà un petit peu dans les sports extrêmes. Très jeune, on m'avait mis au foot et au bout d'un an de football dans mon village, je me suis dit non, c'est pas pour moi. Et j'ai découvert le skateboard. Mes parents m'ont acheté un skate. J'ai commencé à dévaler des collines en skate, assis dessus, allongé dessus. Et je me suis dit putain, mais ça c'est trop cool. Casque intégral Non, 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 non. Enfin, quand je dis dévaler, on parle, toi, un gamin de 8 ans. J'étais pas en mode. D'accord, ok. Je pensais que c'était en board. Ah non, 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 non. Vraiment, c'est les vieux skates années 80 avec la grosse bulle derrière. Même au centre aéré, quoi. J'emmenais mon skate et il y avait une toute petite descente à côté du centre aéré. Et voilà, on attendait juste de pouvoir aller faire ça. Donc, arrivé au collège, bah, à cette époque-là, j'adore dire ça, ça fait tellement vieux. Tu n'avais pas d'internet, tu n'avais pas de Minitel, donc tu ne pouvais pas voyager comme ça en allumant un téléphone sorti de ta poche. Et tu avais ce qu'on appelait les magazines papier. Donc j'ai acheté les Wind, un magazine de planche à voile, magazine de skate, tout ça. Et donc dès le collège, sans le savoir, j'étais déjà en train de me créer peut-être, je pense, une mémoire icono, à voir des images, sans le comprendre, enfin, à voir un petit peu des cadrages, l'intention, l'émotion. Et j'ai acheté des centaines, des milliers de magazines pendant toute ma jeunesse. Ma vie se passe, tout ça. J'ai fait beaucoup de sports extrêmes. Très éclectique, ce qui se répercute un petit peu dans mon approche de la photo aussi. Et au final, en arrivant à Lyon, il y a 10-12 ans, je commençais à être un petit peu pour les sports extrêmes. Enfin voilà, tu commences à être en mode usé. Tu faisais quel sport J'ai fait un petit peu tout. Je faisais du skate, du roller, du snowboard, du VTT, enfin tout ce qui te permettait un petit peu d'avoir de l'adré d'endorphine. Et en arrivant sur Lyon, Lyon c'est comme un gros spot au niveau européen, même au niveau mondial. Donc tu vois des pros, tu recroises plein d'anciens potes de compétition que tu as croisés partout en France. Et là forcément, tu veux rester un petit peu dans ton mouvement, parce que c'est pas juste un sport, c'est aussi une manière de vivre, quoi. Donc, bien sûr. Tu as différentes options, faire de la musique, faire du graphisme, je sais pas, faire de la vidéo. Et la photo m'avait toujours attiré. J'avais jamais eu de photo. Et ayant fait pas mal de road trip et de compètes avec mes potes, je dois avoir 3 photos de moi, quoi. Donc 20 ans de pratique sportive se résume à 3 photos. Donc il y a une petite frustration et je me suis dit, bon ok, j'ai pas de photos de moi, mais je vais faire des photos des potes. J'ai une petite rentrée d'argent, j'ai filé, je crois à l'époque à Darty, acheté un Pentax K10D. Donc c'était l'appareil photo de l'année. Et déjà 6 mois avant, je sais que je m'étais acheté un trépied, quoi. Je m'étais déjà dit, putain, je sais pas, j'ai cette image de la photo, du photographe, le trépied, tu vois, les vieilles images résiduelles. Je vais t'acheter un trépied, donc il était dans mon appart, il a putain, vivement l'appareil photo. La rentrée d'argent arrive. Je m'achète mon Pentax avec mon 1855 boîtier de l'année. Puis t'as une usine à gaz entre les mains, quoi. Tu dis, putain, j'ai jamais eu d'appareil photo. Là, ça y est, j'ai mon réflexe et tout, trop bien. Il y avait en plus un magasin photo à l'époque, j'habitais à Cordeliers, il y avait Photo Numérique qui était dans ces anciens locaux. Et j'allais tous les soirs baver devant la vitrine, quoi. Et je voyais, putain, mais les réflexes de fou, les prix de malade, et j'étais là, mais comme un gamin, quoi, comme un gamin. Bref, j'achète mon appareil photo. Le matin, je vais à Pardieu, j'achète mon caddie, je suis comme un dingue. Tu vois, un truc de fou, quoi. Je sais pas m'en servir. Et le soir même, je vais à Lyon, je fais des photos de 2-3 potes en skate et je vais à la borne Fnac juste avant d'aller taffer, donc je mets la carte SD, j'avais shooté en JPEG, j'imprime les photos et j'arrive au boulot et je fais putain, c'était mes premières photos de skate, quoi, étant passionné de ça. Et de là c'est parti en couille, quoi, c'est parti en couille. Et donc autodidacte, à mettre en lien peut-être aussi avec la pratique des sports où quand tu tombes tu te relèves, quoi. T'es en skate, t'es en snow, tu te manges la tronche, tu vas pas rester là à pleurer, quoi. Tu te mets debout, tu y retournes et puis tu répètes, tu retombes. Et en fait, tu apprends tes erreurs, voilà. C'est plutôt l'erreur qui est formatrice. Et la photo, ça a été pareil, quoi. Ça a été pareil, quoi. J'ai essayé de comprendre et je pense que j'ai appris la photo en passant beaucoup de temps sur mes photos ratées. Voilà. J'ai regardé mes photos ratées, j'ai essayé de comprendre pourquoi. C'était entre guillemets les débuts d'Internet, enfin entre guillemets. C'était très accessible, j'avais mon premier appart à Lyon, ma connexion Internet, mon PC. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi ça marchait pas. J'allais voir des photographes, des sites comme Flickr à l'époque qui étaient hyper en vogue et tout. Et du coup, d'être capable de comprendre, d'analyser ton erreur, la fois d'après, forcément, tu commences à la répéter. C'est un peu du jeu, tu dis non. Du coup, non, là tu te décales, tu te baisses, tu changes tes réglages et tout. De fil en aiguille, tu évolues. Et puis le sport extrême, ça shoot beaucoup au grand angle, ça shoot beaucoup au flash. J'ai commencé un petit peu à shooter au flash. Et de là, ça a commencé un petit peu à marcher. J'ai bossé pour une petite agence de presse de l'époque qui s'appelait RAS, Ride and Shoot. Quel âge, du coup ? J'avais 39, j'avais
27-28 ans, ouais, j'avais 30 ans, on va dire. J'avais 30 ans. J'ai commencé à intégrer une petite agence de presse spécialisée en sport extrême. Et très vite, donc, je suis parti photographier avec eux une grosse compète de sport extrême à Montpellier, le FIS. On était en mode indépendant, ils avaient un photographe officiel. Ah oui, j'étais comme un dingue. En plus, je connaissais pas les mecs en plus, quoi. Je connaissais pas les mecs, on avait que des relations virtuelles, que des échanges virtuels. Et du coup, je débarque là-bas, il y a 2 mecs qui arrivent, des mecs du sud-ouest, à l'accent et tout, Puis en fait, on sympathise, on dort à l'hôtel ensemble. Ça faisait que 2 ans que je faisais de la photo. Je me retrouve sur une énorme compète de sport extrême à laquelle j'ai participé des années avant en roller. Donc tu dis putain, je suis de l'autre côté du miroir. Et on passe 5 jours de folie avec des gens incroyables. Et du coup, voilà, donc 5 jours dans le truc. Et donc la 3e année, Anne-Sophie m'a dit bah go quoi, go tu shootes. J'étais même pas pro, hein. J'avais 3-4 ans de photos. Je shootais vite fait, mais voilà. Et là, on te propulse photographe officiel de la 2e plus grosse compète. Ouais. Et t'y vas quoi. T'y vas, tu dis pas non. Donc maintenant, je peux le dire. J'étais pas spécialement stressé quoi. Toi, t'es un peu sûr de toi. Tu te dis bon, ce que je fais à Lyon ou en road trip, ça va être cool. Tu te retrouves dans la 2e plus grosse compète de sport extrême et tu te dis putain le bordel quoi. Des journées de 8h du matin à 2h du matin. Et t'étais seul du coup à j'étais pas seul, je crois que j'avais 1 ou 2 autres photographes avec moi qui étaient plus ou moins sous mes ordres, que je briefais et tout. Mais j'étais principalement en Toki en mode Guillaume tu vas là, puis le site il est immense. Et pendant 4 ans j'ai bossé pour eux. Pendant 4 ans je m'occupais du staff sur la tournée française et sur la compète internationale à Montpellier. Et puis quand ils ont commencé, après nos chemins... Voilà, nos chemins se sont séparés pour différentes raisons. Et à partir de ce moment-là... Et puis tu avais sûrement d'autres choses aussi. Exactement, ça avait évolué. Donc j'ai fait un peu le tour des sports extrêmes, dans la narration, dans ce que j'avais envie de dire, et je maîtrisais le sujet. Il y a eu des belles choses, Il y a Réponse Photo qui a fait une couve, et une couve avec ma photo, et puis une dizaine de pages sur moi, donc c'était une belle consécration à l'époque. Ce que je voulais faire en sport n'était pas viable au niveau économique, parce qu'on était dans une bascule entre la presse écrite, la presse papier et la presse numérique. Donc il n'y avait plus de budget, il n'y avait plus rien. Et ce que je voulais faire, déjà je voulais me détacher du flash, parce que quand tu shootes au flash, que tu es à Montpellier, que tu as 4000 joules de flash à transporter, tu as 2 assistants, tu es au Toki avec les assistants, tu dis non mais là tu mets ça, tu as des trépieds qui font 3 mètres de haut, tu bosses au nid d'abeille en pleine journée, donc il te faut de la puissance pour diriger vraiment le faisceau sur le mec et tout. C'est l'usine quoi, c'est l'usine. Si 10 ans je replonge là-dedans, il n'y a pas de souci, mais il faudra du budget quoi, il faudra des assistants, il faudra... Et donc, tu peux pas être seul pour ce genre de... les 2 dernières années, je crois que j'avais 2 assistants pour m'aider, dont un qui s'occupait de m'ouvrir la route, Marwan, qui s'occupait de m'ouvrir la route sur le FIS, parce qu'il était très costaud et tout, et tu sais, quand tu as tout le monde qui est amassé, il ouvrait, moi j'avais sac photo, sac flash, et un autre assistant qui travaillait une énorme valise d'eau pro, avec pareil 2 générateurs, 2 Ranger RX et tout. Et du coup voilà, donc là tu dis ah putain plus de flash, et à cette époque-là je venais de tomber sur un Leica, et j'ai commencé à photographier le sport au Leica, et donc sans flash, très naturel. Là, c'est argentique ou c'est... Ouais, donc... Donc là, tu as basculé en argentique à ce moment-là. J'ai basculé en argentique au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans, je te raconte après l'histoire, si tu veux. D'accord, ok. Et donc voilà, en gros, là, juste sur le sport, disons que photographier le sport à l'instant T, en sport, c'est un ressenti que je pense travailler pendant des années de pratiquant. Tu le sens, tu le sens des tripes, quoi. Vraiment l'instant zéro, quoi, ce que j'appelle l'instant zéro, vraiment là où il faut déclencher. Tu le sens, quoi, donc tu déclenches, pas en rafale bien évidemment, tu déclenches, tu as la bonne photo, de temps en temps, tu rates quand même. Et là, je voulais plus ça, je voulais montrer le sport autrement, parce que le sport, ayant pratiqué vraiment ces sports-là, c'est pas juste le moment où tu mets la tête en bas, quoi. C'est le moment où tu bois des bières avec tes potes, c'est le moment où tu travailles le matin, où tu es fracassé, tu vas sous la douche, tu as des putains de pizzas, tu as des croûtes de fou et tout, les moments de doute, les moments où tu te chill, tout ça m'intéressait. Donc j'ai commencé à photographier ça. En gros, je partais une journée avec les riders, je faisais un film ou 2. In fine, sur 72 photos, j'avais 3 photos de tricks, et tout le reste, c'était vraiment que des instants du lifestyle, quoi. Donc ça a plu un petit peu au rédac chef. Il a commencé à vouloir me dire oui, ok, on va te prendre, tous les mois on te fait une rubrique et tout, sauf qu'il n'y avait pas de budget. Et j'ai fait, non, je peux pas, quoi. 50 € la pige, c'est pas possible, quoi. J'étais en pleine bascule, ça a contribué un petit peu à me permettre de me concentrer sur mon boulot d'auteur. Et ça fait très peu de temps que je suis capable de définir vraiment ce qu'est un travail d'auteur. À l'époque, non, je savais pas ce que c'était. Donc j'ai commencé à bourlinguer tout seul.
dans une recherche très personnelle, pareil, je me suis rencontré au travers de la photo. Il n'y a rien d'autre à dire. T'as appris à te connaître en fait. Exactement, tout à fait, ouais. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est une thérapie, mais tu vas creuser au plus profond de toi-même et tu vas chercher une sensibilité qui n'est pas forcément exploitée, qui n'est pas forcément approfondie dans la scolarité, dans la vie de tous les jours, dans notre société, parce qu'on a tous des sensibilités. On vit peut-être dans un monde dans lequel la sensibilité, il faut peut-être plus la ranger dans un coin plutôt que l'exprimer et puis la faire exploser, quoi. C'est vrai. Et du coup, cette histoire du petit Leica, là, cette bascule. Alors, il y a le Leica, mais avant tout, il y a le Kiev. Le Kiev. Il y avait un mec à Lyon qui s'appelait Alive, qui était photographe de skate à l'époque. Donc moi, je commençais à peine la photo de skate, il avait déjà bourlingué pas mal dedans. Il avait ce moyen format 6.6, la copie du Blad. Et forcément, le jour où il me l'a montré, j'étais ah putain, enculé quoi, c'est trop beau quoi. Enfin, ta première vision de la vie sur un dépoli, la vie elle est beaucoup plus jolie sur un dépoli, c'est un fait. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Exactement. Donc, puis très vite, il bascule, il arrête la photo. Alors moi, j'étais pas photographe à l'époque, enfin, c'était pas mon métier. Et du coup, je lui dis ok, c'est bon, je t'achète le Kiev, quoi. L'objet photographique, je suis pas dans la collection, mais j'ai un amour. Enfin, Tu l'as toujours? Non, il est mort entre temps. Je l'ai vendu en brocante il y a 3-4 ans, en mode cendrier, tu vois. Voilà, non, je l'ai plus. Je m'attache pas spécialement au boîtier. Voilà, enfin, pareil, j'ai un blad qui est tombé dans l'eau. J'ai tout vendu et puis il va finir, je pense, en compression. Je vais en faire une compression du blad. Et du coup, il me l'a vendu. Donc à l'époque, j'étais directeur adjoint d'un magasin. J'ai bossé beaucoup. Je savais qu'il allait me vendre, donc j'avais pris une semaine de vacances. J'avais dû appeler mon boss le jour même ou la veille en mode c'est bon pendant une semaine. Voilà, avec toutes les heures sup que j'ai fait qui n'étaient pas payées, laisse-moi tranquille, quoi. Et du coup, il arrive chez moi le matin. Un super beau temps comme ça, il me dit alors voilà, faut faire comme ça, faut le charger. Il m'avait filé 3-4 films, j'en avais acheté plein d'autres. Et il m'explique comment on charge tout, puis moi j'écoutais pas quoi, j'étais comme un gosse quoi, j'étais ah putain, trop bien et tout. Et je lui file la thune, il rentre chez lui, enfin il part. Et là je saute dans ma voiture, je vais en Ardèche, c'était en plein printemps, début du printemps. Parce que l'Ardèche pour moi, l'Ardèche est dans mon cœur, dans mon sang. Je pars au fin fond d'Ardèche retrouver des potes. Et j'ai passé une semaine, 10 jours. En mode, je suis en vacances, j'ai un moyen format dans les mains, je ne connais même pas ce format, je ne sais même pas comment on charge. La première fois que j'ai chargé le film... Tu l'as chargé à l'envers ou pas? Non, j'ai tout a fonctionné, mais en gros, voilà, j'amorçais pas assez le film, quoi. Donc les premières vues à chaque fois n'étaient pas prises. Et j'ai passé 10 jours à découvrir le monde au travers du dépoli du Kiev avec un 80 mm, voir mes potes en mode putain, je suis en vacances, j'ai mon moyen format, je connais pas du tout l'argentique. Et en revenant à Lyon, j'ai fait développer Gris Souris à l'époque, et donc développement, planche contact. Et là j'ai pris une claque quoi. J'ai fait waouh. J'ai fait développer la couleur. C'est ce que j'allais te demander justement. J'ai fait de la couleur. Alors j'ai fait de la couleur aussi, j'ai fait de la couleur. Je pourrais peut-être même retrouver mes premières planches contact, elles sont perdues dans mon bordel. Et le noir et blanc, je voulais, je sais pas, j'ai peut-être plus trop de thunes, je voulais pas le faire développer. Donc j'ai regardé un peu sur Lyon qui pouvait m'aider. Donc j'ai rencontré une personne qui s'appelle Arnaud Irakan, qui est un mec, un très bon ami, un mec que j'apprécie énormément, et qui m'a montré comment on développait. Voilà. Dans l'échange et tout. Donc petite dédicace à Arnaud. Ce jour-là, en plus, en pleine démonstration, il a fait tomber sa cuve et tout. La chimie a commencé à couler et tout. Oh là là. Mais voilà, dans l'erreur, on apprend beaucoup de choses. Donc c'est très marrant. Donc depuis, c'est devenu un très bon ami. On avait monté un collectif photo à l'époque qui s'appelait C2X. Et de là, c'était parti quoi. Il m'avait montré une fois. Et donc le numérique, tout est en aval. Tout est en aval quoi. C'est insupportable quoi. Photoshop, Lightroom. Toutes les photos que je faisais à l'époque, mais les putters, je les mettais dans tous les sens. Ça partait. C'était insupportable, quoi. J'étais en train de m'y perdre, quoi. Tes argentiques, toi, tu les tires toi-même ou tu les scannes et tu les les deux. Les deux, okay, tout à fait. Ouais. Le seul truc que je ne fais pas totalement, ce sont les planches contact, quoi. Je ne peux pas contacter tous mes films. Je sais pas, je dois faire entre 50-60 films par mois. Donc, ouais, c'est énorme, effectivement. Donc non, j'ai pas le temps de contacter parce que j'ai mon boulot d'auteur, j'ai les boulots de prof, je bosse aussi avec une compagnie de danse, on a une boîte de prod avec le chorégraphe, donc plus le boulot personnel d'auteur. Bien sûr. Et du coup, non, je scanne et je tire. Donc ça, c'est l'histoire du Kiev. Donc j'ai arrêté le numérique pendant 6 mois, un an et demi, je sais plus. Je pouvais plus toucher le numérique, je ne pouvais plus toucher le numérique, c'était pas possible. Et de fil en aiguille, je m'y suis remis, mais différemment.
Voilà, parce que quand on est photographe pro, même si la majorité de mes boulots se font en argentique, de temps en temps, quand tu as du corpo, le numérique, il est là, quoi. C'est un outil. On est d'accord. C'est un outil. Et voilà, et donc pour l'histoire du Leica, à l'époque, je ne comprenais pas, je ne connaissais pas Leica. Après le Kiev est arrivé un Fuji 6.9, je crois, qui est un des plus beaux appareils photo au monde, qui a une optique qui est totalement incroyable. Et du coup, moi, je suis vite parti sur le moyen format. Le 135 en argentique, à l'époque, m'intéressait pas spécialement. À l'époque, je travaillais dans le Morvan sur une série qui s'appelle Désert rural, qui est un travail de nuit, une approche plastique du territoire, les nuits de pleine lune. Et en marge de ça, en parallèle, j'avais commencé à travailler sans le savoir sur un boulot très perso qui s'appelle Black Sunflower, au Polaroid à noir et blanc, à la FP3000 Fuji, le film noir et blanc 3000 ISO. Et j'avais donc un vieux Polaland que j'avais trouvé dans un Emmaüs à Autun, à côté de chez mes parents. J'avais tout le temps mes différents boîtiers, parce que quand je pars en photo, j'ai un sac photo qui est bourré d'appareils photo. Je peux avoir un moyen format 235, un Pola, une chambre dans un autre sac et tout. Parce que chaque appareil photo, c'est une plume. Quand tu bosses sur différents sujets en même temps, tu apprends à dire « Ah putain, je suis en train de sortir de chez moi, mais il faut que je revienne ici. » Non, tu mets tout dans ton coffre. Je bougeais beaucoup en voiture. Et donc, je pète mon Pola. Et le lendemain, je devais retourner... J'étais donc dans le Morvan, je devais retourner à Lyon, récupérer ma copine et on devait partir en Belgique dans la foulée. Et du coup, je pète mon Pola, je me dis « Ah merde !» Donc le bon coin. Je me rends compte que sur ma route à Mâcon, il y a un mec qui en vendait un à 40 €. C'était en plein hiver, le Mâconnais dans la brume et tout, incroyablement beau. J'arrive chez lui et c'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou. Déjà, donc un vieux corps de ferme, il t'ouvre la porte, tu commences à faire quelques pas et tu vois un avion dans sa cour. Donc tu fais ok. Je suis un fan d'avion, voilà, c'est mon rêve d'enfant. Et je vois un avion, donc je fais oh là là, trop bien et tout. On en parle. On arrive chez lui et puis donc il montre le Pola, ok, on deal 40 €, 30 €, ça marche très bien. Et j'étais assez pressé parce qu'il fallait comme je retourne à Lyon, que je fasse développer mes films en Roche, donc en 1 heure au labo, que j'attende 1 heure et après que je revienne chez moi, tout préparé pour repartir dans la foulée, me taper 600 bornes. Donc j'étais assez pressé, puis il me dit oula mais bouge pas, il a bien vu que j'étais à fond passionné. Et il me sort 2 boîtes. Il me sort 2 boîtes d'appareils photo en me disant ça n'intéresse ni mes enfants ni mes petits-enfants. Donc il te sort 2 cartons remplis d'appareils photo. Bon, tu fais, je vais peut-être prendre 10 minutes. Je prends 10 minutes. Premier carton, tu l'ouvres, donc tu vois des choses intéressantes, des choses pas trop intéressantes. Et je vois un appareil photo, un 4x4. À l'époque, il y avait aussi du film 4x4, on peut faire ce format-là. L'appareil photo magnifique, je sais plus ce que c'était, peut-être un Yashica. Donc je lui en parle, et il me dit, ah ça c'est l'appareil photo de mon père. Donc là, de facto, je lui dis, non, c'est mort. Appareil photo de ton papa, non. Voilà. Et puis là, je continue à fouiller, et un étui Leitz marron en cuir bien usé. Je l'ouvre, un Leica 3 à l'intérieur avec un 5 cm f2 à l'intérieur, enfin vissé sur le boîtier. Et là tu fais, putain, j'ai un Leica dans les mains. Je ne montre pas mon excitation, toi tu es un petit peu en mode... oui, attention, je vais essayer de négocier. Voilà, exactement. Et il revient un moment, puis il me dit, ah, t'as trouvé quelque chose? Je dis, ouais, il y a cet appareil photo là. Ah ouais, trop bien, tu m'en proposes combien? Et je lui dis 100 €. 100 €, ok. Donc là, tu bouillonnes à l'intérieur, tu fais ah, c'est bon, j'ai un Leica pour 100 €. Et donc il s'avère que c'était un Leica 3 de 1937 qui avait pris un peu trop l'humidité avec la sacoche en cuir. Voilà. Donc il sentait vraiment le vieux, le grenier et tout. Bon, je dis ok, donc après je vois 2-3 trucs qui traînent, un grip de Leica R4, donc je fouille pour trouver le R4, je trouve pas. Deuxième caisse, je fouille 2-3 trucs intéressants, je les mets de côté et tout. Et là, un deuxième étui Leica en cuir noir, plus récent. Et je l'ouvre et à l'intérieur il y avait un Leica M3, nickel, avec un 50 mm f1.4, donc un Sumilux version 1. Qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? De Leica comme ça, improbable au fin fond du Mâconnais. Et donc, pareil, donc tu montes pas ton excitation et elle vient me voir, ouais, c'est cool et tout. Je dis, ouais, bah ouais, celui-là aussi, tu m'en proposes combien? Et là, je sais pas, ton petit karma te dit, tu proposes pas à 100 € quoi. Donc je lui propose 200 €, histoire de dire, voilà, c'est bon pour le karma, tout ça, voilà. Ouais, parce que là, j'ai quand même un M3 dans les mains, flambant neuf, et puis tu le déclenches, tu vois que ça déclenche et tout. Tu regardes l'optique elle est clean et tout. Puis c'est beau, enfin le M3 reste quand même peut-être le plus beau Leica au monde, avec un viseur incroyable. Après le 50 mm, c'est pas du tout ma focale, mais bon, là tu te dis je m'en fous quoi. Et donc je lui, voilà, en gros, bah, il me dit bon allez 300 balles, et puis ce qui traîne et tout à côté, je te le laisse.
Sauf que j'avais pas 300 balles sur moi et on est dans le Mâconnais, perdu dans un village, dans les montagnes et tout. Donc il me dit bon bah écoute, on va à la banque, il y a une banque à 15 bornes et tout, donc on fait la route. Je me dis c'est improbable quoi, il va y avoir un truc quoi. J'arrive dans la petite banque, le petit crédit agricole, je me dis mais est-ce que je vais pouvoir retirer 300 €, la limite, tu vois, je sais pas quoi. Je retire 300 € et j'avais vu avant de partir que sa femme commençait à dire oui mais cet appareil photo là et tout, elle est peut-être repéré, je ne sais pas quoi, mais. Et puis j'étais pressé, il fallait que je parte en Belgique et tout, développer mes films à Lyon, enfin un bordel monstre quoi. Tu vois, vraiment la journée de ouf. La journée de malade quoi. Ouais. Et du coup, donc, je le dépose devant chez lui, puis il dit ah, mais reste, bon, un café. On boit un café, puis on avait beaucoup parlé d'avions, justement. Il était pilote d'essai pour les avions qui sont construits un petit peu par les amateurs. Donc, une histoire de malade, qu'on m'a expliqué aussi les Leica, ils avaient été achetés en Allemagne et tout. Ils s'en étaient beaucoup servis, ils étaient photographes amateurs. Donc, tu as trop envie de passer, genre, 2 jours avec lui, quoi. C'est ça. Je dis non, je peux pas, donc je lui ai donné l'argent, on s'est fait une accolade, je lui ai promis que j'allais revenir le voir. Et donc, je suis reparti, j'ai dû faire 20-25 bornes. Tu sais, en mode, j'étais en mode cut, quoi. J'y pensais pas. Pour 25 bornes, je m'arrête au bord de la route et je fais une danse de la joie autour de la voiture. Je fais des photos des Leica, j'envoie ça à des potes. Donc tout de suite, le téléphone sonne. Putain, parce qu'ils savaient très bien que Leica, ça m'intéressait pas à l'époque, quoi. Ouais, mes potes Leica, ils me disent, ouais, c'est bon, je te les rachète et tout. Nanana. Ça s'emballe, quoi. Ça sonne dans tous les sens, Facebook et tout. Je dis, calmez-vous, les gars. Donc j'arrive à Lyon, je fais ce que j'ai à faire. On repart, on prend la route. Et le lendemain matin, on était à côté de Charleville-Mézières et temps gris, enfin, la lumière noire telle que je l'aime. Un ciel bleu, tu vois, comme aujourd'hui, ça me fait déprimer. Donc là, ciel gris, tout va bien, pas de lumière, pas de contraste. Je charge un film dans le Leica et je te promets, ami, à la seconde où j'ai le Leica dans les mains, comment le dire simplement? C'est comme avoir une machine à remonter dans le temps. Chaque appareil photo, analogique bien sûr, te procure une sensation totalement atypique. C'est un fait, voilà, c'est une extension de son âme, de son ressenti, de son œil, de ce que tu veux. Là, le Leica, mais... vraiment, ah ouais, non, mais c'est hallucinant quoi. Puis ça te renvoie à plein de photographes que. J'en ai jamais touché, donc je sais pas ce que ça fait. Je t'en passerai un après. Et du coup, j'ai fait 2-3 films, et en revenant, dont un portrait, et en revenant, j'ai développé mon film, et je saurais toujours que j'ai fait un portrait. Et en sortant le film du fixe, tu vois, je fais partie de ces gens qui ne peuvent pas attendre que le film soit sec. Le film est dans le fixe et j'attends pas qu'il soit rincé quoi. J'ai besoin un petit peu d'ouvrir la pellicule pour voir si voilà. Et je tombe sur ce portrait et en voyant ce petit négatif de 24 par 36 mm, tu sens quoi, tu sens qu'il y a un truc, c'est indescriptible quoi. Tu fais mais waouh. Donc je pense que tu projettes aussi beaucoup de choses. Hein. Bien sûr, bien sûr. Depuis ce jour-là, oui voilà, tu mets le doigt dans l'engrenage. Voilà, on m'a souvent dit que c'est pas le Leica qui vient à toi, c'est toi qui viens au Leica. Donc il y a tout un process qui se met en branle parce que c'est quand même un champ très spécifique de la prise de vue, le Leica. Certains adorent, certains détestent pour différentes raisons. Et je pense que le Leica m'a réconcilié avec le 24-36. Avant, je faisais que du moyen format, voire du grand format. Et le Leica m'a permis vraiment d'apprécier, d'avoir un 24-36 dans les mains. Et là, du coup, maintenant, actuellement, aujourd'hui, tu shootes avec quoi? Principalement, j'ai 2 boîtiers. J'ai un Leica, un M7, plusieurs Leica parce que j'avais besoin un petit peu de... le M3, je l'ai fait tomber, je l'ai cassé. Les vitesses, le rideau fonctionne, donc le M3 me sert toujours avec un viseur externe à 21 mm pour la street. J'ai eu ensuite un M4, un M4P, qui reste pour moi mon boîtier préféré chez Leica. J'étais en reportage à l'époque et du coup de ne pas avoir de cellules, c'était trop contraignant. C'était un reportage un petit peu compliqué. J'étais avec des réfugiés politiques, des gens en impayés de loyer, tu vois, au travers d'une association, un reportage social. Donc de sortir le pose-mètre toutes les 30 secondes, voilà, t'es plus trop discret. Donc le M4P, je l'ai revendu. J'ai racheté un M6 dans la foulée. Donc M3 cassé, M4P, M6. Le M6, j'y suis pas arrivé. J'ai aucun feeling avec ce boîtier. C'était un magnifique boîtier, mais le M6, je n'y arrivais pas. Et du coup, je chope le M7. Et là, par contre, le M7, donc depuis, je l'ai. J'y fais gaffe. Et donc j'ai un Leica M7. Ouais. Alors j'ai le Leica M7 et puis j'ai un Pentax 672. Ok. Voilà. Donc ils sont vraiment mes 2 boîtiers principaux. Par contre, le Pentax 6.7, c'est un boîtier qui est fragile, mine de rien. J'en suis à mon 4e. Les 3 autres sont morts. Bon, certains sont tombés, d'autres ont rendu l'âme. Et le 672, pareil, il est parti en réparation à Tokyo. Pour la panne qu'il avait, on ne pouvait pas le réparer ailleurs. Donc je suis allé à la maison mère. Parce que je suis parti bosser là-bas, je bosse avec un collectif de photos. Ouais, j'ai vu que tu as fait une édition. Ouais. C'est là-bas justement que tu l'as faite ou j'ai shooté à Tokyo, mais j'ai fait l'édition à Lyon en fait. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, donc le 672, tu arrives chez Ricoh, qui a racheté Pentax, c'était dans la maison mère quoi. Et t'as des ingénieurs qui sont là avec leurs petits masques, leurs petits gants. Puis j'ai commencé la photo par Pentax. On va essayer de le sauver, monsieur. Exactement, tout à fait. Et puis en plus, tu parles pas japonais, donc je suis avec Paul Del Rosario, avec qui je travaille au sein du collectif 120 Love, qui est là, qui traduit et tout. Et ayant commencé la photo avec un Pentax,
numérique. 10 ans après, tu te retrouves chez Ricoh avec ton 672 qui est en carafe depuis un an. Tu le donnes et donc le mec, il part voir un autre ingénieur. Et bien, au bout d'un quart d'heure, il t'a fait un devis en japonais, donc tu pannes rien. Pentax France m'avait dit non, c'est mort, on répare pas, c'est bon. Même les réparateurs indépendants m'avaient dit non, c'est pas possible. Ah oui, là, le mec te dit oui, c'est bon, en gros, pour 350 euros. 350-400 euros, on peut le réparer. Par contre, le temps de réparation était long, j'allais à partir de Tokyo. Et je leur ai laissé, quoi. Et ils m'ont renvoyé. Et je l'ai récupéré. En plus, quand j'ai récupéré, je l'ai allumé. Et t'as un petit écran digital. Et là, t'as erreur qui se met. T'as une erreur qui apparaît, quoi. Et là, je fais non, c'est pas possible, quoi. Tu sais, panique, quoi. En plus, il y a eu vachement de latence entre le moment où il a arrêté de fonctionner et le moment où je l'ai récupéré. Il y a peut-être eu un an. Tu dis, j'ai la poisse. Et au final, tu mets un film, tu fais 2-3 trucs et il refonctionne, comme par magie. Donc, c'est cool. Donc, principalement, je travaille avec le Pentax 672 et le Leica, qui ont deux fonctions totalement différentes. À côté, j'ai un petit Olympus XA2 pour la couleur. D'accord, voilà. Un XA2 pour la couleur, je mets un film, le film reste dans l'appareil pendant 3-4 mois. Oui, bah oui. Et puis voilà. Et principalement, je bosse avec ça. Après, j'ai bossé avec différents boîtiers. Du Fuji en moyen format, Fuji 6.9, qui est un boîtier incroyable que je n'aurais jamais dû vendre. Et puis j'avais aussi un Fuji 680, qui est un appareil photo. Donc à l'époque, je shootais beaucoup à la chambre, j'avais une i9 Technica. J'ai arrêté, donc je l'ai revendu parce que, voilà, enfin personnellement, j'étais pas dans cette respiration du grand format. Mes sujets ne s'y prêtaient pas, j'avais pas forcément le temps, j'avais pas l'agrandisseur. Et du coup, le moyen format, quand même, reste un outil incroyable pour bosser. Je reviendrai au grand format, mais je pense au très grand format dans quelques temps. Et du coup, j'avais ce Fuji 180. J'avais donc qui était un 6.8, mais j'avais récupéré un dos 6.7, un viseur 6.7. Donc j'avais et mon Pentax 6.7 pour les prises de vue à la main, et j'avais mon 680 pour l'architecture, trépied, bascule, décentrement. Donc tu peux quand même récupérer, de la perspective, même si le dos n'est pas articulé. D'accord, ok. Et au final, bon bah voilà, quand je te parle de massacre photo, tu as un Fuji 180 avec 3 optiques, un Pentax avec 2 optiques, ton Leica, tout ça. Voilà, du coup à la fin tu as une scoliose, quoi. Tu as perdu 20 cm. Et voilà, donc le 180 il est parti, la Linoff aussi. Et là depuis quelques temps, le Leica, j'étais tout le temps avec moi, quoi. C'est tout le temps sur moi, dans mon sac et tout. Leica c'est beaucoup plus petit, on est d'accord? Ouais, attends, je vais te chercher si tu veux. Oui, je l'ai vu souvent en photo sur Facebook. Tu vois, c'est lourd. C'est lourd, hein, ouais. Je m'attendais pas à ce point-là. Deutsche Qualität. Ouais. C'est massif, mais tu vois, ça fait partie aussi du ressenti, quoi. Oui, bien sûr. La première chose qu'on dit généralement pour un Leica, c'est lourd. Donc déjà, il y a un ressenti qui est là, c'est massif, quoi. Il est super beau, putain, la bague, elle est excellente. C'est l'objectif d'origine ou tu l'as changé? Moi, c'est un 35, là. C'est un 35 qui est une focale qui va très bien. Enfin, qui va très bien en France. En France, le 35, je trouve que c'est, pour moi, idéal. Et lui, il est en 120 ou en 135? C'est du 135. C'est du 135, ouais, tout à fait. Ouais, c'est du 24-36. Mais je connais pas, du coup. Non, mais pas de souci. Mais même historiquement, c'est Leica qui a mis au goût du jour le 24-36 en photographie. Ok, d'accord. Donc tout ça, pareil, on pourra en parler une prochaine fois parce que historiquement, Leica, le 24-36, c'est voilà. Il y a beaucoup à dire sur à l'époque, on ne shootait pas du 24-36, on trouvait ça ridicule de mettre ce format 35 mm format cinéma dans un appareil photo. Et à l'époque, on shootait du plus grand format, de la plaque et tout, et c'est devenu le standard mondial. D'ailleurs, Leica signifie Light Camera, donc c'est une contraction. Tu m'as dit tout de suite, c'est lourd et tout, donc tu as un premier ressenti. C'est lourd, on va à l'essentiel avec un Leica, pas de fioriture. On va à l'essentiel, voilà. Non mais le manuel c'est insupportable. J'ai tellement d'anecdotes d'élèves, de gens qui bossent en manuel, mais qui ne comprennent pas les lumières. Et c'est le fame manuel, c'est insupportable, quoi. C'est putain, enfin bref, refermons cette parenthèse. Perso, j'ai pas appris avec le mode manuel, l'argentique. Moi, j'ai pas du tout appris. Moi, j'ai 7 jours de formation photo, hein. J'ai rien d'autre. J'ai eu une semaine, en fait, quand j'ai commencé les Beaux-Arts, j'ai fait une semaine, c'était trop bien. Tu rentrais en première année, c'était à Saint-Étienne. Tu faisais une semaine découverte par atelier, et du coup, on a fait une semaine photo. Donc, j'ai 5 jours de formation, j'ai rien d'autre, tu vois. Mais c'est rigolo, parce qu'on découvre des trucs. Enfin, moi, je trouve qu'on a... Alors, je dénigre pas du tout les écoles photo, parce que je sais pas comment ça se passe. Elles sont importantes, hein, les écoles photo. Il y a quand même énormément de techniques. Moi, je trouve ça super d'apprendre de la technique, justement, pour pouvoir la repousser, jouer avec et tout ça. Mais du coup,
l'avantage qu'on a en tant qu'autodidacte, je trouve, c'est qu'on est énormément dans l'expérimentation. Donc, on va aborder, je trouve, la photo de manière tellement différente qu'une personne qui va faire une école. Exactement. Encore une fois, chacun a son... Exactement. Après, chacun est libre de shooter en mode vert, en mode semi-auto, en mode manuel et tout. Il s'est avéré que toutes les personnes, une majorité de personnes que j'ai rencontrées qui bossent en manuel, enfin, ils comprennent pas la lumière. Donc, tu les observes, que ce soit en workshop, en cours ou même au travers je fais pas de sortie de photographe, mais voilà, avec des photographes. Et la lumière, tu es dans la rue, tu l'observes, quoi. Tu passes à l'ombre. Tu dois avoir ce réflexe tu joues avec ta main, tu regardes de les comprendre, ombres, voilà, il y a moins 2 diaphes, moins 3 diaphes. Et au final, ces gens-là, non. Clac, clac. Et à la fin, quand ils développent les films, c'est sous-exposé. Quand ils regardent les photos, c'est sous-exposé, c'est surex. Toi, quand tu fais des workshops, par exemple, tu conseilles à tes élèves de ne pas mettre en mode manuel? Je conseille d'avoir un pose-mètre dans la main, surtout. Ouais, aussi, oui. Un pose-mètre dans la main. Il arrive même de faire des workshops où on part faire des photos sans appareil photo. Non, mais ça forge ton regard. Exactement. On apprend à observer, on apprend à écrire, on a un cahier, on décrit ce qu'on voit, on décrit ce qu'on ressent, on décrit aussi la technique. Et là, même si au départ les gens sont assez effrayés, me disent « Oh putain, c'est étrange », 9 fois sur 10, ils font « Ah mais putain, c'est bien ». Ils sont super contents. Bien sûr, ouais, tout à fait, ça marche quoi. On parlait de la finalité, du déclenchement, tout ce qui se passe en amont, ça en fait partie. Et du coup, non, je bosse pas en manuel, je bosse généralement avec un pose-mètre. Après, on peut parler d'incidente, de réfléchi, tout ça, les différents types de lumière. Mais non, je bosse avec le Leica, je suis principalement en mode auto, mais qui n'est pas un mode auto, qui est un mode priorité à l'ouverture. Après, quand je suis vraiment en street, que la lumière elle est stable, je fais une mesure des ombres, une mesure des hautes lumières, et puis ça tombe sous le sens quoi. Tu comprends l'écran, bien sûr, tu passes de 2-3 diaphes en vitesse. Du coup, tu n'utilises pas la cellule intérieure. Tu préfères avoir quand même. Alors, si, j'utilise la cellule du Leica, si, tout à fait. En street, j'utilise la cellule du Leica, mais la mesure de lumière sur Leica, moi, je la trouve très spécifique. Très étrange. Okay. Voilà, il faut comprendre quoi. En fonction de l'optique que tu mets, tu n'as pas le même champ couvert par le pose-mètre. Et puis peut-être que le filtre aussi peut biaiser un peu le résultat Ça biaise pas spécialement, non, en tout cas le filtre ne biaise pas parce que de toute façon forcément il retient la lumière, donc tu as moins de lumière qui rentre, donc c'est pas un souci. Par contre, là où il faut être vigilant, c'est surtout avec les filtres verts, avec certaines émulsions. Maintenant, on rentre dans l'ultra technique. Le filtre vert, même si il retient de 2 diaphes, certaines émulsions réagissent très mal au filtre vert et du coup, il faut compenser de 4 voire 5 diaphes. Ah oui, d'accord. Okay. Ça m'est arrivé là, sur mon boulot sur le cimetière. Je me suis fait des films au filtre rouge, au filtre orange, et après des films au filtre vert. Je shootais avec le même appareil photo, même pose-mètre, tu compenses en fonction de ton filtre. Et le filtre vert, tu es sous-ex à mort, et tu comprends que du coup, le vert, sur une émulsion spécifique, va foutre un bordel monstre, donc il faut compenser. Au niveau des boîtiers, donc le Leica est très spécifique, on va à l'essentiel, tout ça, on pourra parler. Ça fait combien de temps du coup que tu l'as et que tu l'apprivoises et que tu as fini de l'apprivoiser? Je pense avoir fini de l'apprivoiser, mais c'est d'ailleurs pour ça que je suis parti sur notre boîtier, je te raconterai après. Mais là, du Leica, ça fait 6 ans, je pense 6 ans que je bosse sur du Leica. Mais du coup, le M7, je connais ses capacités, son pouvoir, c'est les sensations avec, et j'en ai eu marre au bout d'un moment. J'en ai eu marre du Leica. Pas marre, j'arrête, mais marre parce que j'ai besoin de ressentir autre chose. Donc face à un boîtier télémétrique en métal lourd, avec tu vois quand même du métal froid, une gaine en cuir parce que la prise en main est un peu meilleure grâce à ça. Ce ressenti, en gros, cette globalité Leica, j'en avais un petit peu marre. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour découvrir autre chose? Donc, comme tu as pu voir dans mon boulot, je suis beaucoup dans le contraste. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un des derniers réflexes argentiques qui soit sorti, qui est une petite daube, et je dis ça avec un D majuscule, c'est avec tout l'amour que j'ai pour lui, que je n'ai pas là d'ailleurs, qui doit être ailleurs, qui est un Minolta Dynax 5. D'accord. C'est du plastique, c'est du réflexe, c'est truffé de sous-options. Voilà, donc tu vois, ça n'a rien à voir. On dirait un bridge. C'est excellent. Les filtres orange, tu en mets à chaque fois du coup là. Ouais, tout à fait. Mais il est automatique du coup ce truc. Quand tu le mets là, il va faire. Oui, voilà, tout à fait, ouais, grave. Donc tu vois, on est vraiment dans les deux extrêmes. Vraiment dans une de la pratique 24-36 quoi. Ok. Et donc là, tu vois, pareil, pour pas répéter, j'ai mis un 28 fixe au lieu d'un 35 fixe. Putain, là, tu vois le orange, je le voyais pas le orange quand je regardais parce que le viseur est. Tout à fait. C'est excellent. Donc on est vraiment, à tous les niveaux, on est dans une autre
Dans une autre approche de la photo, il y a un écran LCD, c'est une visée réflexe, il y a plein de modes, différents. Puis tu peux vraiment rentrer, enfin tu peux le programmer, tu as plein de sous-menus. Et pareil, quoi, tu fais ton geek la première heure où tu l'as. Et puis après, tu zappes toutes les fonctions. Du coup, j'ai pas du tout la même approche avec ça et avec ça. C'est incroyable. Ça me surprend pas, sincèrement. Je trouve ça plutôt logique, de toute façon. Mais c'est ça qui est bien d'ailleurs, c'est de changer d'appareil. Je suis comme toi, je suis pas du tout attachée à mes appareils. Et du coup, c'est vrai que... Enfin, si, ma chambre Lego quand même. Ouais. Alors moi, j'y suis attachée quand même, mais non, je les aime. Je veux dire, j'ai pas de souci d'en changer, tu vois, et tu n'es pas exclusive. Un peu comme toi, tu le fais. Tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que j'aime bien, moi, changer d'appareil et découvrir. Ah, c'est hyper important. Mais enfin, c'est pareil, je ne te montre pas mon armoire de boîtier photo parce qu'il y a 1000 trucs, dont certains qui doivent être chargés en film depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ils vont peut-être rester 10 ans, là, les films, et je les re-shooterai plus tard. Donc la latence de l'image va être assez incroyable. Et du coup, il y a aussi, ce qui est très marrant, c'est que ça, bêtement, tu l'as dans la rue, mais tout de suite, oui, le Leica, tout ça, ça a du prestige, c'est connu et tout, quoi. Et ça, bullshit, quoi. Mais tant mieux, quoi. C'est excellent. C'est incroyable. Du coup, les gens se comportent différemment avec toi en fonction de l'appareil que tu portes. Un petit peu. Enfin, s'ils me repèrent, oui. Mais parce que le but, c'est quand même de ne pas être trop repéré quand tu es en photographie de rue. Quand tu fais de la photo de rue, tu prends des gens ou tu prends essentiellement... C'est hyper discret comparé à d'autres. Ah oui, le clic, il est tout discret. C'est tout discret. Et encore, je trouve bruyant. Hier, j'avais dans la main un M10P. Et là, du coup, je trouve le M7 bruyant maintenant. Là, il n'y a pas de miroir qui fait tac non. Comme ça, non, du coup, aller, vu que c'est une visée télémétrique, tu n'as pas besoin de miroir pour renvoyer. Oui. En gros... Ah oui, effectivement. Voilà. Ok. Ah oui, celui-là, Mais c'est un monstre. Mais il pèse combien de kilos, ce machin? Oh, il fait son poids. Oh, la vache. Ça, c'est le Pentax 6.7? Ouais, le 6.7.2, ouais, tout à fait. Waouh. La poignée, c'est un peu la poignée d'origine. En fait, les Pentax ont toujours eu cette poignée en bois. Ils en ont tous une, d'accord. Je vais te sortir, ça c'est le 6.7.2, donc qui a un vrai grip pour la main droite. Là, du coup, tu as un 6.7. C'est presque la taille de ma tête. Il est énorme. Et le format 6.7, parce qu'il y a quand même le format 6.7 qui est là. J'ai fait du 4,5, du 6.6, 6.7, 6.8, 6.9. Le 6.7 pour moi est le plus beau format, je trouve, en photographie. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Alors je ne parle pas d'une globalité, je parle juste dans ma manière de faire de la photo. Je trouve que le 6.7 est assez incroyable. Et le 6.6, j'y arrive pas du tout. J'ai eu 2 Hasselblad. Voilà, le 6.7 je trouve très bien. C'est la même au motocycle 4.5. Donc à l'époque, ça me permettait aussi de bosser en plan film et en 6.7. D'avoir les mêmes ratios pour les expos. Il faudrait que j'essaye à l'occasion le 6.7. Julien Chambon a exactement le même discours que toi parce que lui, il utilise principalement un Pentax 6.7. Ouais, tout à fait, ouais. Et du coup, il a les mêmes mots que toi, discours, finalement. Le 6.7, c'est incroyable. Mais je te le prêterai à l'occasion. Tu feras un test du Pentax 6.7. Oui, carrément, ouais. Et tu les sors du congèle quand, tes pellicules? Je les sors généralement le matin, quoi, la veille, quand j'y pense. Elles ne rendent pas de l'humidité au moment où tu vas les rentrer? S'il y a un gros choc thermique, ouais, si. Après, je t'avoue que j'ai jamais eu de soucis, jamais eu de problème. Elles sont toutes scellées, elles sont toutes dans des sacs congélation et tout. Au moment où tu les ouvres et quand tu les mets dans ton appareil, elles sont pas mouillées. Généralement, je les sors, toi, le matin, quand je me réveille, je les sors. Et je shoote jamais tout de suite avec. Puis c'est principalement de la couleur, donc ça, c'est quand je pars en voyage ou en road trip. Entre le moment où je les sors du frigo ou du congèle et au moment où je les mets dans l'appareil photo, t'as 1 jour, 2 jours, 3 jours. D'accord. J'ai toujours un stock, de toute façon, j'ai toujours un stock tampon, tu vois, qui est là, qui est en train de se vider parce que d'habitude il est rempli de films. Est-ce que tu notes, quand tu finis ta pellicule, vu que tu en fais énormément, tu notes ce que tu as pris en photo ou Non. J'ai des potes qui vont même, qui depuis le départ, notent le numéro de film 547, film 3220, avec j'ai shooté ça, tel diaph et tout. Je suis trop bordélique pour ça, quoi. Mais vraiment, par contre, tu as des classeurs d'archivage? Oui, tout à fait. Mais après, tout est dans les dossiers, quoi. Il y a des boîtes pour chaque travail. Il y a beaucoup de choses en transition chez moi, quoi. Il y a un peu de couleur, il y a des trucs à faire. Tu vois, c'est super beau, quoi. Du coup, tu penses que c'est un alpiniste? Ouais, tout à fait. Non, mais j'ai retrouvé sa trace. Oh la vache. Ah ouais, elles sont belles. Attends, il y a quelques-unes, mais bon, elles doivent être perdues un peu partout. Oh là là. T'as d'autres portraits de lui qui sont des sacs de vieilles pellicules
Elles sont belles, hein. J'ai jamais vu ces boîtes comme ça. Tu les as récupérées en broc? En broc, on a donné. Dès que t'en as découvert un petit peu. Toi, t'es comme un gosse, quoi. C'est ça. Tu les vois, t'es là, ah, trop bien. Voilà, bah écoute, la vidéo elle est terminée. J'espère que cette interview t'a plu. J'espère que tu as appris quelques petites choses au travers de ce photographe. Et si tu veux voir son travail, je vais te mettre le lien de son site internet en bas de la vidéo. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas à la partager si tu veux faire découvrir ce photographe à d'autres personnes. Et n'hésite pas également à t'abonner si c'est pas déjà le cas et si le contenu te plaît. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, bah écoute, passe une bonne semaine. Allez, salut!